Ouverture ce vendredi à Pétionville du 11e Conseil des ministres de Petro-Caribé. Cette réunion portera sur la constitution de la zone économique Petro-Caribé. Les 20 pays étrangers invités vont profiter de ces assises pour découvrir les richesses culturelles haïtiennes à travers une exposition artisanale, une fresque peinte au cours de 2 jours et de nombreuses animations musicales. Ils découvriront aussi, grâce à une foire qui prendra place dans les jardins d'Oasis, la diversité des produits agricoles haïtiens et plus spécifiquement des produits comme le sucre liquide, le café et le cacao que Haïti pourrait exporter vers le Venezuela en remboursement de la dette. Les débats et discussions qui vont se tenir au cours de la journée d'aujourd'hui devront nous permettre d'ébaucher les résolutions et décisions qui seront entérinées par les réunions ministérielles de demain. J'ose espérer que ces résolutions et décisions paveront la voie à un futur radieux ou à des lendemains qui chantent pour tous les peuples appartenant à cette nouvelle zone économique régionale dans laquelle nous plaçons déjà de grandes espérances. Les populations des États membres de Petro-Caribé placent beaucoup de confiance en chacun de nous ici présents. Des résultats de vos travaux et échanges dépendent le devenir de cet instrument innovant de coopération et d'intégration et en grande partie l'avenir de notre région ainsi que les perspectives de développement de chacun de nos États. Agriculture et chaîne de production, tourisme, commerce et intégration, développement social et culturel sont d'une extrême importance pour le futur de la zone économique Petro-Caribé. De même, les programmes et projets qui sortiront des délibérations de la réunion ministérielle sont susceptibles de contribuer grandement à l'aboutissement de notre lutte constante pour l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et pour le développement de nos États et de notre région. Je réaffirme la détermination de la République d'Haïti, en particulier de l'administration Martelly Lamotte, de s'impliquer activement dans la maturation et la réussite du projet Petro-Caribé qui présente d'énormes potentialités en termes de développement énergétique, économique, social, de développement tout court. Les députés ont débuté jeudi le processus de vote en première lecture du projet de loi électorale. L'Assemblée a voté le rapport de la Commission en débutant article par article. Mais la séance a été interrompue sur requête de plusieurs députés préoccupés par une détérioration des conditions météorologiques. 9 articles avaient déjà été votés lors de l'ajournement de cette séance. L'Assemblée a voté, par exemple, l'article 3.1 qui recommande le maintien de la direction générale de la structure du Conseil électoral permanent. Ce qui s'apparente à un compromis entre le bloc majoritaire PSP et les blocs minoritaires PTI et PEP, est présenté comme une erreur par le président de la commission Danton Léger. Il soutient que l'erreur s'était glissée à la saisie du document par les techniciens du Parlement. Maître Léger donne l'assurance qu'il n'était impliqué dans aucun compromis. On peut toujours parler de deal, mais nous-mêmes nous disons côté nouillé, pas d'accord avec un deal, et c'est un deal qui fait moun qui dit un deal la vin deal. D'ailleurs, le rapport que nous avons déposé au secrétariat général du bureau de la Chambre des députés, à l'article 4, il est clairement dit le Conseil électoral permanent comprend un secrétariat général qui assure la mise en œuvre de ces décisions et coordonne les activités des autres secrétariats. À vouloir dire qu'il y a deal entre qui moun qui fait deal là. Oui, je suis dans séance là. Eh bien, c'est pas que le passé, l'on vient de nous compte que l'article 4 là était écarté dans le rapport que distribué Benoît. J'ai eu à gravir la tribune pour nous protester de façon énergique. Au point que nous demandons, collègue nous, Jules Lionel Anelus, pour te préparer une proposition, pour l'expliquer ça de passé, pour nous dire que nous-mêmes, dans le rapport que nous avons déposé, nous avons modifié, nous avons amendé l'article 3-1, nous avons dit que ce n'est pas possible pour un organisme indépendant pour gagner une direction générale, parce que
tout organisme indépendant yo autonome. À la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pas gagné un directeur général nommé par le président de la République. À l'université, au Parlement, pas gagné ça. Et si nous sommes d'accord que CEPR sont organismes indépendants tout, eh bien c'est à lui-même de mettre secrétaire général. Nous sommes clairs et nous dit, à partir du moment que nous acceptons une direction générale, directeur général nommé par le président de la République, à partir de ce moment où réguler l'émission du président de la République dans les affaires électorales. Bon, moi, je parle d'erreurs, une erreur qui cache des dessous inavouables. Parce que moi-même, moi pouvais montrer la presse. Ça me déposé. L'Office de management et de ressources humaines, OMRH, ainsi que le ministère de l'Intérieur ont organisé ce vendredi un atelier de travail autour de l'élaboration d'un plan d'action concerté des partenaires techniques et financiers sur des volets déconcentration et décentralisation. Selon le coordonnateur de l'OMRH, Uder Antoine, cette activité avait entre autres objectif d'articuler les politiques et les actions des institutions étatiques de façon à renforcer l'administration publique. Ça n'a pas essayé de résoudre là, il existait dans pile l'autre volet, mais vu l'importance de déconcentration et de décentralisation, nous avons déjà commencé l'exercice avec partenaires techniques et financiers. Ça n'a pas fait par là, c'est mettre tout partenaire chita, ils vont dire non, mais qui ça a fait dans le domaine ça. Et puis là, ça n'a pas ouais, peut-être côté qui gagne duplication, côté qui méritait mieux coordonner, côté qui méritait beaucoup plus de synergie. Et OMRH dans le rôle de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, a pour l'intervenir pour l'arrivée à plan consolider ça, qui va le dire nous, en 2013-2014, dans la question de décentralisation et déconcentration, si nous avons 8-10 partenaires, là, nous avons un seul plan et nous avons une intervention chaque monde. Et là, ça va nous comme avantage, nous sommes capables de monitorer l'activité au mieux, nous sommes capables de connaître qui ça chaque partenaire fait, et puis ça permet de nous connaître qui résultat de chaque partenaire, et puis dans la finalité, ça va éviter le gaspillage de ressources. Parce que nous sommes capables de comprendre que c'est un problème que nous gagnons dans les programmes de renforcement institutionnel, côté tout le monde a fait même bagaille, et dans les ministères, et dans la finalité, il est difficile pour nous mesurer les résultats, pour nous dire vraiment qui ça a été fait, qui bonne dérivée avec paquet d'intervention. Finalité atelier ça que nous relais à l'élaboration de plan concerté, c'est d'arriver à un plan unique, même si on est obligé de travailler à plusieurs partenaires. Mais il faut capable de un plan ça pour dire côté nous aller. Même si on a 12 partenaires, c'est essayer bon plan côté pour capable retrouver qui ça 12 partenaires ça pour faire et qui résultat au chaque bail pour le gouvernement vraiment renforcer ça de coordination et pour le gouvernement qu'on exactement dans 2013-2014 qui résultat dans tant de partenaires ça Des membres du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique ont été installés cette semaine. Constitués de 12 membres, dont 7 ministres et 5 personnalités de la société civile, quelle est la mission de cette structure? Quelle méthodologie entend-elle utiliser dans le cadre de son travail? La réponse à travers ce reportage. C'est sous le Premier ministre Jacques-Édouard Alexis que le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique a été officiellement créé par un arrêté en date du 15 février 2008. 5 ans après, les membres de cette structure ont été nommés et investis dans leurs fonctions par Laurent Lamotte. Au nombre de 13, ils sont composés de membres du gouvernement et de la société civile. Leur mission est d'appuyer et d'orienter l'OMRH dans le cadre de la modernisation de l'État. Une tâche qui n'est pas facile, mais l'ancienne ministre de la Culture Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, membre de ce conseil, se dit déjà prête à relever ce défi. J'aime cette fonction publique, j'aime cet appareil d'État, parce que c'est bénévole, je ne serai pas payé pour ça. Accès aux services, évaluation des fonctionnaires, cadre à titulariser entre autres, autant de problèmes à résoudre. Et ceci pour éviter la frustration tant du côté des citoyens que de celui des employés de l'État. D'où la nécessité de renforcer les structures de l'administration publique. Des mécanismes sont déjà mis en place pour y parvenir, explique Madame Lassègue. Ce seront des réunions, ce seront des commissions. Donc l'un des créas, c'est prévu. Donc il y a des commissions qu'il a en fonction de l'intérêt chaque monde qui est dans le conseil là. Donc nous supposons ne pas le faire des recommandations. En attendant d'en arriver là, l'ancienne ministre a pensé à quelques recommandations qui pourront aider dans le cadre de la modernisation de la fonction publique. En voici quelques-unes. Il faut des guides pour les responsables de l'État.
des guides qui sont capables d'orienter, qui sont capables de permettre de comprendre plus bien ça l'État. Il faut aussi une formation continue, permanente, pour les gens qui sont dans le bureau de l'État. Le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique ne dispose pas de bureau pour travailler, mais s'est déjà mis à l'ouvrage tout en espérant pouvoir présenter un bon bilan après 6 mois. Depuis plus de 4 mois, des centaines de personnes font la queue tous les jours devant le consulat du Brésil, espérant y décrocher un visa permanent. Cette situation survient après que le consulat ait lancé un appel selon les informations recueillies par Métropole. Toutefois, le processus s'avère plus difficile que l'avaient espéré les postulants. Certains sont en attente depuis 3 mois. Ils n'arrivent toujours pas à franchir la grande barrière du consulat. Luc Nergaro s'est rendu sur place. Nous sommes devant le consulat du Brésil, situé dans le building de l'Esplanade à Pétionville. Il est midi, le soleil est à son zénith. Pourtant, cela n'empêche pas une centaine de personnes, pour la majorité des jeunes, d'attendre patiemment dans la rue. Ils sont là pour une seule raison, décrocher un visa pour leur terre promise, le Brésil. Sous Aristide, moi, obligé, un métier. On est électricien. On a un diplôme dans mon CV, on a marché déposer CV, il faut que marine parrain. Au Brésil, même, vu la montée en puissance, nous avons dit que c'est 5e puissance économique dans le moment. Et si on allait, c'est sûr qu'il y a une opportunité quand même derrière. Cependant, la traversée du désert risque d'être longue. S'ils sont là suite à un appel lancé par le consulat, ce dernier semble être dépassé par la situation. Le processus est compliqué et on ne reçoit quotidiennement que très peu de gens. Résultat, certains reviennent chaque jour depuis des mois, d'autres n'ont trouvé de meilleure solution que de dormir devant le consulat. La situation est révoltante, mais ils tiennent bon, ils espèrent. Si n'a pas ces misères, nous avons tout problème, nous avons paquet de problèmes. Nous avons le soleil, nous avons petit, nous avons madame, nous prenons l'école, nous avons 6 personnes qui prennent l'école, nous pas faire rien. Frustration, colère et déception, ils sont résignés à tout endurer pour avoir ce visa. Leur motivation est commune, ils veulent tous une vie meilleure. Eldénor vient de Jérémy, il est père de 2 enfants. Joyeux, comme on peut l'être seulement dans ces cas, il vient de recevoir son visa. Électricien mécanique, il souhaite trouver du travail au Brésil afin de pouvoir prendre soin de sa famille qu'il va laisser en Haïti, non sans tristesse. M'oblige à aller et puis après m'appliquer pour eux, pas d'arriver. C'est m'oblige à faire débrouiller pour me faire un bail quand même, pour me défendre moi. Pas soit dans le pays, obligé débrouiller pour chercher un bagage. Les Haïtiens veulent partir, c'est un fait et le constat est inquiétant. Étudiants, professionnels, cadres techniques, mais généralement des jeunes, tous, ils pensent que la vie est meilleure à l'étranger, peu importe où et dans quelle situation. Un signe de plus que notre société est devenue bien fragile. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Yannick Mézil, a inauguré la 4e maison des femmes dans le département de la Grand'Anse, à Jérémy. Cet espace servira de lieu d'échange, de formation et d'information dans le cadre d'un programme d'insertion et de réinsertion sociale pour les jeunes femmes défavorisées. Elle comprend une salle d'informatique contenant une quinzaine d'ordinateurs branchés à l'Internet, une salle de couture et une salle polyvalente. Ainsi, adolescentes, filles, jeunes filles et femmes adultes trouveront dans ce sanctuaire l'espace nécessaire au développement de leur leadership et au renforcement de leurs capacités dans différents domaines tels que les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Elles vont donc pouvoir s'impliquer activement dans le développement de leur communauté et donc jouer leur double rôle de femmes et de citoyennes à part entière. Cette cérémonie d'inauguration, placée sous le haut patronage du président de la République, représente certainement une nouvelle étape dans la réalisation de la politique du gouvernement en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes et aura certainement des retombées positives sur les plans économiques, social et culturel. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République qui en a salué l'initiative. Nous avons un président qui croit dans la famille. Nous croyons dans la famille, c'est la parole, c'est bon bagage à dire. Les gens qui font camper là aujourd'hui, qui font la vie, sont familles, c'est maman. Les gens qui viennent dedans la caméra, qui appellent petit monde, c'est madame, son femme. Bonne valeur femme. C'est pour ça, c'est le premier gouvernement qui a une femme comme ça là-dedans, qui travaille là-dedans.
La loi m'a dit pour gagner au moins 30% femmes. Dans le cabinet, dans le gouvernement, ça a plus que 44% femmes. Et nous avons continué à travailler avec les femmes. L'autre travail avec les femmes, il y a moins de corruption. Parce que les femmes, ils font moins des ordres. L'autre travail avec une femme, l'autre travail avec les gens qui administrer naturellement. Parce que les femmes ne peuvent gérer la famille. L'autre, on va mon mari. Il y a là, il y a un peu dans Kaila, là, il y a un peu dans cigarette, il y a un peu dans grog, il y a un peu dans Tiba à côté. Là, il y a une femme occupée de Kaili, femme occupée de Simoni. Femme, nous connaissons que nous avons un président qui travaille pour nous. Parce que nous connaissons comme maman, une des plus gros rêves nous gagnons, c'est pour toute petite nous à l'école. Le plus gros rêve que maman gagne, pour faire une petite formation par les outils. Pour garder défendre la ville demain matin. Eh bien, famille, nous avons un président qui travaille pour voir toute petite dans l'école.